Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est à Arnaud Tessier, auteur de Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur, Normalien et Énarque. Il est l'auteur de plusieurs biographies de présidents. C'est un expert de la Ve République. La Ve République était faite par lui et pour lui, par et pour Charles de Gaulle. À l'heure où l'Amérique s'apprête à voter pour ou contre Trump, cette logique référendaire coïncide-t-elle avec la conception que de Gaulle avait du gouvernement des hommes? Et puis il avait voulu que la France fut un allié et non un vassal des États-Unis. La question replace notre pays dans une certaine logique historique si on s'inspire du général de Gaulle. Qu'en reste-t-il? À la vérité, beaucoup de choses, parce que nous vivons dans des concepts gaullistes. Arnaud Tessier va nous l'expliquer. Même si l'héritage est contrasté, s'il y a le nucléaire, socle de la souveraineté française, il y a aussi la question algérienne qui, 70 ans après, suppure toujours. Pour exister, ce qui importe, c'est la puissance du principe que l'on représente. Et Charles de Gaulle, en tout cas, l'avait bien compris. Il parlait très peu de lui. On a peu de sources in vivo, si on peut dire, de Gaulle sur lui-même, ce qui rend la biographie d'Arnaud Tessier d'autant plus intéressante. Bonjour Arnaud Tessier. Bonjour. L'angoisse et la grandeur. En fait, la grandeur est la réponse à l'angoisse. Oui, c'est l'élan vers les hauteurs. De Gaulle prend sur lui, qui est lui-même angoissé par le destin français, la peur de la déchéance, de la décadence, du déclin, et il ressent cela dans la société, dans le peuple français, il le prend en charge en quelque sorte, c'est l'histoire de sa vie, et pour lui, la façon d'échapper à cela, c'est pas la dépression, la résignation, mais c'est au contraire l'élan vers les hauteurs, l'ambition. Leur grandeur, il faut l'entendre comme étant l'ambition. Donald Trump promet de mener l'Amérique et le monde vers de nouveaux sommets. Comment l'interprétez-vous? C'est un discours politique qu'il a envie de dire. C'est quand De Gaulle le disait en 1958, il avait derrière lui évidemment un tout autre passé que Donald Trump. Il avait libéré la France, il avait incarné le redressement français dès 1944-1945. Quand on vit toujours à l'heure gaulliste, c'est-à-dire que les concepts forgés à cette époque sont toujours pertinents. Oui, alors je dirais plutôt à l'heure gaulienne d'ailleurs, parce qu'on peut tout à fait être gaulien sans être gaulliste. D'ailleurs, De Gaulle aimait assez peu le mot gaullisme, il l'a rarement utilisé, quand même il l'a utilisé, mais gaulien, ça s'attache plutôt à sa personnalité, à sa façon de concevoir la politique, mais je dirais même l'existence. C'est-à-dire toujours ce refus de se résigner, une sorte de foi ardente dans la capacité de récupération et de nouveaux départs. Ne jamais abandonner. Non, jamais. S'est-il exprimé sur le sujet? Sur le fait qu'il ne faut jamais abandonner, c'est la fin des mémoires de guerre. Une page magnifique, pleine de mélancolie. Il est dans son bureau, face à la campagne champenoise, vieil homme recru d'épreuves, vieux pays, etc. Et en même temps, il dit, mais la nature renaît toujours au printemps et tout recommence toujours. Donc c'est son message incroyable. La dernière page des mémoires de guerre qui paraît au moment où il vient de revenir au pouvoir. C'est très étrange. Il échappe aux classifications temporelles classiques. Arnaud Tessier, quand on parle de ces concepts gauliens, ce sont ceux en particulier d'un point de vue stratégique qui nous placent par rapport aux États-Unis notamment. Oui, tout à fait. De Gaulle, l'arme nucléaire, la monarchie nucléaire, l'indépendance française incarnée sur le plan de la défense par le nucléaire, c'est parti de l'idée que De Gaulle pensait qu'un jour, en cas de guerre limitée ou de guerre conventionnelle, les États-Unis n'engageraient sans doute pas le destin de leur propre continent, et donc il fallait que la France et l'Europe ne comptent que sur eux-mêmes, d'où l'idée d'avoir une défense forte et indépendante. C'est très actuel. Et si Donald Trump devient un président américain, ça sera sans doute encore cette idée-là qui sera, comment dirais-je, amplifiée. Bien sûr, la tentation isolationniste des États-Unis, ou le fait que les États-Unis peuvent porter leur attention vers d'autres théâtres politiques comme l'Extrême-Orient et délaisser l'Europe. C'est une vieille angoisse pour le coup. Que diriez-vous de la manière dont De Gaulle donc, nous a situés par rapport aux Américains quand on dit allié, pas vassal? C'est toujours pertinent ce concept-là? Oui, tout à fait, parce qu'il considérait qu'il fallait être les alliés des États-Unis. Il l'a montré avec force, d'ailleurs au moment de la crise de Cuba. Il était l'allié le plus déterminé, le plus confiant des États-Unis, plus que les Britanniques. Il a cru sur parole ce que les Américains disaient à propos de Cuba. Et en même temps, il considérait que les États-Unis étaient une puissance comme les autres, avec ses intérêts propres, et que donc il fallait que chaque pays compte un peu sur lui-même. Et l'Europe aussi, c'est quand même, on dit toujours que De Gaulle était anti-européen, ce n'est pas vrai. Il était pour une Europe politique, et même une Europe de la défense, mais autonome et capable de décider par elle-même. C'était les fameux plans Fouché. On a choisi un autre modèle, le modèle euro-atlantique, qui était celui de Jean Monnet, mais qui repose évidemment sur une forme de dépendance vis-à-vis des États-Unis. Je ne dirais pas de subordination, mais de dépendance vis-à-vis des États-Unis, et qui n'est pas du tout le schéma européen que De Gaulle préconisait, mais qui était plus ambitieux. Ce modèle pourrait prévaloir si jamais on réorientait l'Europe? Oui, bien sûr, mais il faudrait une très forte volonté européenne. C'est devenu beaucoup plus compliqué.
Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est beaucoup d'États, beaucoup de stratégies divergentes, beaucoup d'intérêts divergents. C'était plus facile à l'Europe à l'époque de De Gaulle, et notamment De Gaulle avait fondé un peu son projet sur un rapprochement, la réconciliation franco-allemande, ce qui était très novateur, parce que c'était 15 ans après la fin de la guerre. Pour lui, c'était la réconciliation franco-allemande qui devait être le socle d'une Europe politique, à défaut d'un axe entre Paris et Londres qu'il avait envisagé, mais les Anglais n'étaient pas prêts à suivre cette logique-là. Mais l'Europe, Arnaud Tessier, c'est aussi beaucoup de menaces à ses frontières. Oui, Et bien donc, ça sûr. pourrait justifier que ces concepts gaulliens reviennent davantage en force. Mais oui, mais c'est le problème avec les concepts gaulliens, c'est qu'on s'en souvient souvent, je dirais pas quand il est trop tard, mais quand la situation est devenue vraiment très compliquée. Quand on dit la grandeur et l'angoisse, Arnaud Tessier, c'était un homme angoissé foncièrement. Oui, je pense. C'est la thèse que je soutiens dans mon livre, qui peut paraître étrange parce que souvent l'angoisse, on a l'impression que c'est une forme de faiblesse. Non, tout dépend de ce qu'on fait de son angoisse. Si on se replie sur soi-même et qu'on cède à la dépression, Black Dog, eh bien oui, c'est quelque chose de négatif. Mais si on se sert de son angoisse pour stimuler dans son action et pour entraîner les autres, c'est tout autre chose. De toute façon, la vie a quelque chose d'angoissant par nature, puisqu'on sait qu'on vit et qu'on meurt. Mais les civilisations aussi peuvent mourir. Et De Gaulle voulait surmonter cette angoisse et entraîner les Français dans cette attitude qui consistait à être volontaire, à essayer de se dégager de cela, ce qui était d'ailleurs assez chrétien comme comportement. La perception du temps chez Charles de Gaulle. Oui, on dit toujours, et je le dis d'ailleurs, qu'il était bergsonien, c'est-à-dire un disciple de Bergson, c'est-à-dire qu'il ne concevait pas le temps comme une sorte de découpage entre le passé, le présent et l'avenir. Tout était pour lui dans une dynamique permanente, c'est-à-dire que le passé était intensément là dans le présent et que l'avenir était déjà là aussi. Il pensait toujours au coup d'après, De Gaulle. C'est pour ça que on dit toujours que De Gaulle était assez prophétique, et il l'était. Mais comme disait Marguerite Yourcenar, les prophètes en réalité c'est des gens qui ont le courage de désigner ce que tout le monde voit. Et il disait, cette vieillard nous distingue de Jeanne d'Arc aujourd'hui. C'est ce que disait De Gaulle. Je ne sais plus combien de vieillards, mais il disait en réalité très peu, quelques générations nous séparent de Jeanne d'Arc. Et c'est vrai. Pour lui, entre 1940, le moment où il entre en politique, où il s'empare de la politique, comme disait Pierre-Jean Jouve, et 1970, le moment où il s'en va, c'est 30 ans. Et 30 ans, c'est rien en réalité à l'échelle de la vie d'un peuple. Je ne parle pas de la vie d'un homme. Arnaud Tessier, justement, c'est ce rapport au temps qui a peut-être le plus changé pour les jeunes générations. Comment voyez-vous justement la manière dont est perçue? À côté de ça, l'histoire aujourd'hui remporte un certain succès médiatique, sous diverses formes, divers supports médiatiques. Comment voyez-vous le regard que les jeunes portent sur cette épopée gaulienne? Alors, c'est très partagé. Ceux qui aiment l'histoire et qui ont une certaine maturité, une maturité précoce, ne cèdent pas la tentation de dire De Gaulle c'est du passé, parce que c'est tellement vivant en réalité. Mais en même temps, quand on est jeune, c'est normal. C'est le fameux dialogue entre le prince Salina et Tancrède dans Le Guépard. Quand on est jeune, on ne pense pas à la mort, on a une perception du temps différente. Ce qui est grave, c'est que cette perception qui quelquefois peut devenir puérile, c'est un peu emparé de la politique et des politiques. Ils ont perdu cette notion du temps, de l'épaisseur du temps, et en même temps de sa densité, et cette idée que finalement, ce qui se joue, c'est de l'histoire vivante. Ils le redécouvrent toujours un peu tard. Et pourtant, Michel Barnier nous parle de plan à long terme maintenant. Le long terme, c'est devenu un luxe. Oui, parce que condamné au court terme par la situation politique, il est comme naturellement projeté. Et puis je pense que Michel Barnier, comme d'autres politiques, et puis parce qu'il a un certain âge aussi, une certaine expérience, ils sont tous un petit peu hantés quand même par la figure gaulienne. C'est pour ça qu'elle est si souvent invoquée et si rarement imitée, parce que évidemment, je dirais pas que c'est la statue du commandeur, mais c'est quand même l'idée que cette épaisseur du temps et de l'histoire, il l'incarne, et c'est une sorte de rappel à l'ordre permanent. Alors, le macronisme est-il une copie du gaullisme ou son exact opposé? Je dirais que c'est son exact opposé. C'est la Startup Nation, c'est pas vraiment l'idéal gaullien ni sa vision du monde. Je pense que c'est l'exact opposé. C'est un monde beaucoup plus liquide, alors que De Gaulle, c'est un monde d'enracinement. C'est un monde où on affirme la force et la nécessité des identités. Le discours de Québec, qu'on a vu longtemps et que certains voient encore comme le discours d'un vieillard ratiocinateur, en réalité, c'est une exaltation de la nécessité des identités culturelles. C'est du Simone Veil, les philosophes, les gouttes de passé vivant qui font qu'une civilisation est une civilisation. De Gaulle, c'est un homme qui porte une forme de civilisation, ce que je n'ai pas perçu chez le macronisme. Alors, la France aujourd'hui a une
peut-être encore, enfin c'est une puissance moyenne, c'était déjà une puissance moyenne à l'époque du gaullisme. Donc on pourrait dire que De Gaulle a fait dans une certaine mesure illusion par rapport à l'état réel de la France. Puis il y a des tas de choses qu'il n'a sans doute pas vues, c'est-à-dire les évolutions profondes de la société française qui aboutiront peut-être d'ailleurs à son éviction du pouvoir. S'il les avait sentis, c'est ça le plus... Qu'est-ce qu'il avait senti ? Le plus étrange, c'est qu'avant mai 68, il sent que la société bouge. Il voit un monde qui vient, il le décrit dans des discours, dans des textes. Il a un projet de référendum sur la participation, parce que pour lui, le communisme n'aura qu'un temps, la Russie, la vieille Russie reviendra un jour, et le capitalisme qui ne survit ou ne s'épanouit que dans la contradiction avec le communisme se retrouvera, lui, confronté à ses propres contradictions. Et il y aura des avancées technologiques qui présenteront une nouvelle menace d'aliénation pour les travailleurs. De Gaulle le dit vers le milieu des années 60, et il s'engage dans une sorte de grand mouvement étonnant pour un homme de cet âge. Simplement, 68 va arriver trop vite et va le prendre de court. Et du coup, il va être obligé de redémarrer sur quelque chose qui l'a un peu surpris et dépassé. Mais en réalité, il avait perçu ces évolutions. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens... Déjà, Bernanos, après la guerre, la France contre les robots, il avait dit un certain nombre de choses qui se sont... Les robots ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes que ceux que percevait Bernanos, mais en réalité, c'est bien un peu ça qui est à l'œuvre. Et ça avait fait l'objet d'une réflexion qui aurait pu s'incarner dans une politique ? Oui, c'était ce qu'il appelait la participation dans tous les domaines, dans la politique, dans l'économie, dans la société. C'était une façon d'associer la société, ce qu'il appelait les forces vives, ce qui l'intéressait, c'est-à-dire les jeunes, les étudiants, les professeurs, les syndicats, enfin tous ceux qui faisaient vivre et marcher la société, pas les vieilles élites locales. Et bien, il voulait les associer à l'exercice du gouvernement sans pour autant renoncer à l'idée d'un gouvernement fort et d'une administration puissante. Pour lui, il fallait quand même garder le schéma de la cinquième, mais il fallait impliquer la société d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'était assez moderne. Il a inventé, mais alors le terme est tellement galvaudé aujourd'hui, il a inventé la démocratie participative bien avant ceux qui s'en sont réclamés. La planification également. Ah oui, le mot-clé chez De Gaulle, c'est souveraineté. Regardez, la souveraineté, tout le monde n'a que ce mot à la bouche, alors qu'il y a encore quelques années, c'était un mot assez absent. Donc il y a une sorte de retour en grâce, en quelque sorte, des principes gauliens aujourd'hui, Arnaud Tessier. C'est-à-dire que c'est la réalité. Mais qui ne sont portés par qui ? Bah écoutez, ils sont un peu diffus, c'est le problème. Portés par quelqu'un, non, je ne vois pas trop. Non pas qu'il faille nécessairement un nouveau De Gaulle. Les peuples peuvent quand même se passer. Les institutions de la cinquième ont l'air d'avoir été faites pour De Gaulle, mais en réalité, son idée, c'était de léguer à ceux qui lui succéderaient quelque chose d'assez fort pour qu'il n'ait pas à se réclamer de la même légitimité que lui. Lui, c'est un personnage historique, c'était 1940, c'était une figure qui avait sa propre force, sa propre légitimité. Donc il voulait des institutions fortes pour que ceux qui d'ordre plus moyen qui lui succéderaient puissent gouverner. Mais pour ça, il fallait garder, conserver la logique des institutions. Mais cette logique des institutions, Arnaud Tessier, on voit qu'aux États-Unis, il n'y a qu'un seul tour à l'élection présidentielle. Finalement, ça n'est pas une véritable logique gaulienne ? Non. D'ailleurs, quand De Gaulle a fait passer la révision de 62 instituant l'élection en suffrage universel direct du président de la République, il y a eu une tentative dans les milieux parlementaires et politiques de proposer finalement un régime présidentiel pur et simple à l'américaine. Et De Gaulle a écarté cette hypothèse. Pourquoi ? Parce qu'il disait que le système présidentiel américain était un système qui conduisait fréquemment à la paralysie, avec une séparation entre l'exécutif et le législatif qui arrivait souvent à un blocage et qui pouvait déboucher d'ailleurs sur des phénomènes antidémocratiques, sur une contestation des institutions. Lui, il avait une autre idée. Le pouvoir présidentiel, c'était pas seulement une institution parmi d'autres, c'était l'élément moteur, celui qui devait entraîner tout le système, qui devait être l'âme de la démocratie en marche. C'est pour ça qu'il avait prévu à la fois une souveraineté qui s'exprimait par l'élection des représentants, mais aussi par le référendum. Mais n'est-ce pas, Arnaud Tessier aussi, l'une des explications que la France est constamment divisée contre elle-même avec un système qui oblige, entre le premier et le second tour, à d'une certaine façon calculer pour que les reports de voix, et on a vu ce qui s'est passé au moment des élections législatives, puissent aboutir d'ailleurs à l'effet inverse de celui du premier. Oui, mais ça, c'est la politique, à la limite. Il peut arriver des situations de blocage temporaire parce qu'il y a des situations politiques compliquées. Aujourd'hui, c'est parce que, tout simplement, il y a une partie de l'électorat,
et des députés qui sont hors champ ou que l'on met hors champ du jeu politique. C'est difficile d'avoir une institution politique claire quand vous avez 140 députés qui sont là et dont on dit qu'on ne veut ou qu'on ne peut rien faire. Mais De Gaulle avait prévu d'autres leviers, et notamment la possibilité pour le président de la République, par le jeu de confiance qu'il pouvait engager, de débloquer des situations. D'où l'intérêt du référendum et du lien de confiance singulier qui doit unir le chef de l'État au peuple. Le problème aujourd'hui, c'est que ce lien de confiance est pour le moins très affaibli. Il y a un point, Arnaud Tessier, qui a peut-être changé depuis le gaullisme ou l'époque gaulienne. C'est le fait religieux. Le fait religieux a pris une autre dimension aujourd'hui, peut-être. Oui, parce que le religieux que l'on croyait... la question du rapport entre la religion et la société, ou entre le religieux et l'État, avait été réglée par la loi de 1905 et la séparation des églises et de l'État. Aujourd'hui, le religieux revient, d'abord parce qu'il y a le phénomène de l'islam, du nombre important de musulmans qui se trouvent en France, et qui est une religion très active. Donc il y a le fait religieux est de nouveau une réalité dont l'État doit tenir compte, même si on est toujours dans le régime de séparation. Et puis parce que le religieux pose quand même, sous toutes ses formes, pas seulement par les musulmans, mais par toutes les formes de religion, pose quand même la question de la relation de l'homme au progrès, de l'homme à la matière, à la machine, enfin tous ces sujets qui agitaient De Gaulle, qui ne sont pas neufs. La géographie religieuse de la France a profondément changé, pas seulement de la France, de l'Europe, pour des raisons qui sont historiques et qui s'expliquent très bien, mais de toute façon, il y a aussi un problème de rapport entre le religieux et la conception qu'on se fait de la société et du destin de l'homme et de la civilisation. Une histoire chronique vous aurait-elle tenté? De Gaulle, aujourd'hui, qu'aurait-il fait? C'est tentant, non? Je pense d'abord qu'il aurait évité de se retrouver dans la situation où nous nous trouvons et que nous l'aurait sans doute évité. Mais je pense qu'aujourd'hui, il aurait exactement la même réponse, c'est-à-dire nous sommes dans l'angoisse, et Dieu sait que nous sommes dans l'angoisse. Mais il faut essayer d'aller vers le haut et de tirer vers le haut, et donc de proposer ce qui fait quand même cruellement défaut à la politique française, une vision, et pas seulement améliorer la vie des Français. La grandeur comme réponse à l'angoisse. Merci Arnaud Tessier. Merci.